Bonjour, j'ai entendu parler de la Grainothèque et j'aurais un petit échange à faire. Depuis septembre dernier, la médiathèque de Vence propose aux usagers de venir déposer et échanger des graines dans sa Grainothèque. Alors vous avez ici les plantes, les fleurs et les arbustes décoratifs. Ici en vert vous avez les légumes et en orange vous avez les arbres et les arbustes fruitiers décoratifs. Voilà, je vous laisse regarder un peu. D'accord. Et ça vous fait beaucoup de graines tout ça? Oui, on a une quarantaine, une cinquantaine d'espèces. D'accord. Ok. Et vous Et moi, je vais vous agrandir la collection alors. Ah, c'est gentil à vous. J'ai de la monnaie du pape. Ah, c'est super. 2019. Oui. De l'œillet d'Inde orange. Oui, super, merci. Et du basilic cannelle. Oui. Ici, chacun peut déposer et échanger librement des enveloppes de graines de légumes, de fruits ou de plantes. L'objectif, favoriser le troc de semences locales et la biodiversité. Bien sûr, le développement durable, la sauvegarde de nos espèces locales et bien sûr un lien social multiculturel entre nos usagers, nos visiteurs. Parmi les usagers, Marc Lestrat, un passionné de jardinage. Avec l'arrivée du printemps et la terre qui se réchauffe, les jardiniers sont impatients de semer leurs premières graines. Ah, moi, j'aurais peut-être des envies de fleurs, sachant que j'en ai assez peu dans mon jardin. Et ce serait la bonne idée d'avoir une plante qui soit aussi, qui vienne du coin, adaptée au climat. Plutôt qu'une plante cultivée, je ne sais pas, dans la région du Nord ou en Bretagne. Là, je pense qu'elle aurait peut-être plus de chances de se plaire sous nos climats. Zinnia, c'est pas mal ça aussi. Voilà. De retour chez lui, Marc prépare les semis en mini-motte. Cette technique a l'avantage de permettre on va mettre la plante, on va mettre la mini-motte dans un environnement chaud et humide, ce qui va pouvoir permettre de déclencher la germination dans les meilleures conditions possibles. Elle ne sera pas soumise aux aléas du climat, qu'il fasse chaud, qu'il fasse sec. Et donc elle va germer très rapidement. Elles resteront dans un abri donc chaud et humide jusqu'à ce que le printemps soit bien établi, qu'on ait des températures assez douces, aucun risque de gel et le sol suffisamment réchauffé pour qu'à la mise en terre, on ait un développement racinaire rapide et efficace et une croissance optimum. En terre, à l'orée du printemps, la nature reprend vie. C'est la saison du renouveau. Et c'est le soleil qui va donner le signal de la sortie de l'hiver. Dans les champs, les friches, les chemins, la végétation a gagné en hauteur et en couleur. Les herbes ont grandi. Les arbres à baies et à fruits commencent à se charger de fruits. Et les insectes à butiner. Nul doute, le printemps est bel et bien là. Suivant les plantes, on a plusieurs modes de pollinisation. Donc on a des plantes qui sont pollinisées par le vent, comme les conifères et les chênes par exemple. On a des plantes qui sont pollinisées par les insectes. Et c'est pour ça qu'on ne va pas tondre au printemps aussi. Très important ça. Parce qu'on veut laisser les fleurs s'épanouir un maximum et faire des graines. Ouais. Donc comme ça les insectes en profitent du pollen. Les fleurs sont pollinisées, elles font des graines. Quand on tond, ça disperse les graines. Et ensuite elles refleurissent, enfin les graines se dispersent et il y a des fleurs un peu partout après. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des anémones plein de jardins. Quoi. Et pas n'importe lequel. Ici, niché en plein cœur du Cap d'Antibes, se cache le jardin botanique de la Villa Turé. Un jardin centenaire où se côtoient des espèces végétales exotiques du monde entier. À l'instar de cet arbousier de Chypre en effervescence avec l'arrivée des beaux jours. Ici, c'est un sujet qui est centenaire, voire plus. Et qui a la particularité de se desquamer à la fin de l'été. C'est-à-dire qu'il perd son écorce petit à petit à la fin de l'été. Donc petit à petit, il va rougir. Et en perdant son écorce, il deviendra couleur vert pomme, vert pastel. Au printemps, il fleurit, pollinisé par les abeilles. Il fera ensuite des fruits comestibles, mais pas très intéressants au niveau gustatif. Donc il fera des fruits essentiellement pour se reproduire et assurer sa descendance. Une saison foisonnante pour le jardin botanique, aujourd'hui géré par l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Un véritable laboratoire à ciel ouvert, où se côtoient plus de 2000 arbres et 1000 espèces, dont la moitié sont très rares sur nos sols. Alors en face de nous, on a des yuccas qui sont des plantes originaires du continent américain. Du sud de la Californie au sud du Mexique, voire jusqu'au Guatemala.
Et en dessous, au premier plan, on a en face de nous une des premières collections qui ont été mises en place au jardin, c'est la collection des cicadales en fait. Alors, cicadales, c'est un groupe de plantes qu'on dit archaïques, qui ont peu ou pas évolué depuis une époque lointaine. Nous, on aime bien dire qu'ils n'ont pas évolué depuis l'époque des dinosaures. Parce qu'on peut retrouver des fossiles de ces plantes-là qui n'ont pas du tout changé en fait. Des collections comprenant 150 familles botaniques et 450 genres. Créé en 1857 par le botaniste Gustave Thuré, le jardin botanique du Cap est un site de recherche dédié à l'acclimatation de plantes exotiques. Et si les objectifs scientifiques ont varié suivant les époques, aujourd'hui, il s'agit toujours de constituer des collections de végétaux tolérant les conditions environnementales locales, en particulier le climat méditerranéen. Donc en plus du quotidien de jardinier un peu plus traditionnel, vu qu'on est un institut de recherche, on travaille aussi sur ces détections de ravageurs exotiques envahissants et sur l'étude du développement des végétaux par rapport au changement climatique qui arrive. Donc plus en détail, c'est la pose de capteurs dendrologiques sur les espèces étudiées pour étudier leur cycle de croissance et de développement, et la pose de pièges qui attirent les ravageurs envahissants, comme par exemple le charançon du palmier. Tous ces résultats scientifiques permettront demain de peupler nos villes et nos forêts d'espèces réticentes au froid, à la sécheresse et aux ravageurs. Le jardin botanique, il a contribué à l'évolution de l'horticulture sur la Côte d'Azur et à la construction du paysage de la Côte d'Azur tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc c'est-à-dire à base d'eucalyptus, de mimosa, de rince-bouteille. Donc voilà, donc tout ça sont des plantes exotiques qui venaient d'Australie, d'Afrique du Sud et qui, pour nous, aujourd'hui sont communes. On pourrait penser qu'elles ont toujours été ici, mais elles sont arrivées là au début, dans la moitié du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Dès le 19e siècle, les espèces introduites au jardin botanique ont enrichi le patrimoine des ressources biologiques locales et ont profondément marqué le paysage. Ces espèces sont aujourd'hui devenues emblématiques de la Côte d'Azur. À quelques kilomètres, plus à l'ouest du département, entre Roche-Rouge et Mer d'Azur, le printemps a pris ses quartiers dans l'Estérel. Appareil photo, bonne paire de chaussures, bouteille d'eau, et c'est parti pour plus de 2 heures de randonnée au cœur du massif. Et ces roches-là, elles sont, avec les transformations chimiques qu'il y a eu, elles sont très chargées en fer. Ce qui fait que quand le soleil commence à taper dessus, la roche chauffe et ça rayonne. Donc là, on a la chaleur du soleil et la chaleur du sol qui rayonnent en même temps. Un millefeuille géologique bordé d'une nature sauvage. Une terre de contraste où le rouge de la roche volcanique et le vert de la végétation s'accordent harmonieusement. Cette rhyolite, elle est en fait assez spéciale parce qu'elle est très chargée en fer, ce qui fait qu'au premier soleil, elle va se réchauffer très rapidement et ensuite elle va rayonner. Donc on a toujours un petit peu plus chaud dans l'Estérel qu'ailleurs, ce qui fait que les fleurs sont les premières à pousser. Voilà, donc on arrive avant le printemps à avoir déjà quelques lavandes papillons qui s'ouvrent, les asphodèles qui commencent à pousser, et donc nous on commence toujours par l'Estérel. Le printemps dans l'Estérel, c'est le moment idéal pour partir se balader dans la nature, découvrir les fleurs de saison, apprendre à reconnaître les plantes comestibles, les goûter aussi. Celle-ci c'est une lavande particulière, c'est pas la lavande de mémé qu'on connaît d'habitude. Celle-ci c'est la lavande papillon ou lavande stechade, lavande à feuilles longues, elle a plein de noms, et l'odeur est un peu plus citronnée. Voilà, c'est plus sauvage, plus citronné. C'est une espèce que vous pouvez retrouver beaucoup en Corse aussi. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Alors il faut savoir que la Corse faisait partie de l'Estérel avant. On va avoir la même roche en fait, on a la rhyolite qui est aussi présente là-bas. On retrouvera de la myrte un petit peu plus loin, je vous montrerai les chênes-lièges, tout ça. Une végétation représentative du milieu méditerranéen et qui répond aussi aux spécificités climatiques et géologiques propres à l'Estérel, à l'instar de la vedette du printemps, l'asphodèle blanc. C'est une plante endémique, donc endémique ça veut dire de chez nous. L'asphodèle c'est une plante qui a une belle hampe florale, donc ça ressemble à un oignon sauvage. C'est un bulbe en bas et ensuite ça va aller s'ouvrir, regardez ça fait des jolies fleurs blanches. Et ça a tendance à pousser comme ça sur des petits coteaux et en famille. Voilà, souvent c'est en famille comme ça. Simplement parce que c'est des bulbes déjà qui se replantent d'année en année. Et en plus ça fait des petites graines qui vont tomber, se replanter et repousser au même endroit l'année d'après.
Voilà. Et alors chez nous, donc vous n'avez pas forcément suivi l'histoire des mimosas, mais à l'époque sur Mandelieu, quand on avait la grande période des mimosas, donc Mandelieu s'est développé avec les mimosas, on a eu plein de métiers qui se sont créés et qui sont venus se rajouter. Par exemple les vanniers. En fait, simplement, comme on ramassait du mimosa, il fallait qu'on ait des paniers. Donc, on a fait venir des gens, il y a des métiers qui se sont créés. Et il y a eu énormément de vanniers dans l'Estérel et sur Mandelieu qui utilisaient l'asphodèle. La nature sauvage et préservée de ce site en fait un des lieux les plus prisés par les touristes et les locaux. Madi, elle, jeune guide de randonnée et grande passionnée de nature, s'est donnée pour mission de faire découvrir aux curieux la flore du massif et son histoire. On peut aussi se nourrir de petites choses et que la nature, on ne la connaît pas forcément, mais il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses à voir, à goûter, à sentir et à découvrir. C'est aussi de montrer toute la diversité qu'on peut avoir ici, l'écosystème, comment ça fonctionne, tout ça. Et forcément, quand on est plus proche de la nature, j'imagine qu'on est plus apte à la préserver plus tard et à y faire attention. Entre balades pédagogiques et sport doux, le groupe de randonneurs profite d'un moment en plein air, loin des contraintes sanitaires. Une déconnexion totale, en plein milieu de la nature. Alors on a pu déguster de la violette tout à l'heure et également de la lavande sauvage. Donc cette lavande sauvage dont j'ai retenu qu'elle était aussi présente en Corse, puisqu'il y a des millions d'années la Corse et l'Estérel formaient un seul bloc. Et c'était parfumé, donc la violette légèrement, la lavande beaucoup plus. Alors c'était magnifique, magnifique parce que grandiose. Physiquement, moi j'adore, je suis sportive, donc là je crois qu'on a pas mal crapahuté. On a fait quelques kilomètres, un petit peu en montée et c'était parfait. Chaque année au printemps, l'Estérel accueille de nombreux randonneurs, cyclistes ou simples promeneurs, heureux de contempler ces paysages aux allures de western américain.